Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Isabelle, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Je voulais expliquer un petit peu ce choix à nos auditeurs. Avant de partir pour mon long voyage de 8 mois, je suis tombée sur votre blog. Oui. Et un de vos articles a eu un effet assez détonnant sur moi puisqu'il m'a inspiré en fait mon premier billet. Et ça fait déjà la 3e fois que je cite en fait ce passage. Le premier c'était sur mon blog, le deuxième c'était pendant l'interview avec Pierre Minaudier qui est notamment président du CJD France. Et l'article que vous aviez écrit, vous interpelliez l'artiste décideur qui serait bien à même de réfléchir à la façon dont il peut déployer son talent, car à trop vouloir entrer dans le moule des process et de la standardisation propre aux grandes bureaucraties, il court un risque majeur, celui d'éteindre dangereusement sa propre flamme. Tout à fait, je vous le confirme. C'était un passage qui m'a beaucoup marquée. Et je me souviens encore, c'est très amusant, je me souviens très bien de ce moment. J'étais encore à Saint-Malo, j'avais pris ma décision de partir. Et ce jour-là, j'ai eu la conviction que je devais écrire. Et vous avez inspiré ce premier article de mon blog. Et sans l'avoir su et sans l'avoir cherché, je voulais vraiment... mais j'en suis ravie. Je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que je me dis que vous m'avez inspiré, mais vous inspirez très certainement d'autres jeunes femmes. Et, j'espère. Donc merci. Envie de vivre leur vie. Ouais. Leur vie à elles. Ouais, donc merci vraiment pour ce moment, cette inspiration qui est vraiment tombée pile poil au bon moment de ce voyage qui me procurait quand même beaucoup de peur. Je voulais, juste avant de vous laisser vous présenter, j'aime bien commencer par un petit quiz qui me permet, alors ça demande aucune réflexion, c'est vraiment pour apprendre un petit peu à mieux à vous connaître. Est-ce que vous êtes prête ? J'espère, je m'assois, allons-y, je suis prête. Tout va bien se passer. Très bien. Isabelle, avez-vous un style de musique ou une musique en particulier qui vous anime ? Le rock'n'roll. Le rock'n'roll. Je suis une danseuse aussi de rock'n'roll. Très bien. Un super-héros ou une héroïne ? Je dirais Wonder Woman, qui me parle bien dans ses dernières productions notamment. Ok. Un oiseau, vous êtes plutôt un oiseau ou un mammifère ? Plutôt un oiseau, un colibri. Un dessin animé favori ? Un dessin animé favori. J'aimais bien. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un dessin animé quand j'étais jeune, puisque maintenant j'ai quand même un âge un peu plus avancé. Vous êtes toujours ans, jeune. Voilà, toujours jeune, néanmoins un peu plus expérimenté dans la sagesse. J'adorais L'île aux enfants quand j'étais enfant. Je sais pas, ça me parlait. C'était quelque chose de rassurant. Est-ce que vous êtes plutôt thé ou café ? Café. Du Nord. Oui. Le café fort. Bien sûr. Rouge, bleu ou vert ?
Oh, j'aime l'arc-en-ciel, les couleurs, mais si je devais choisir de manière contrainte, je choisirais le vert. Carnaval de Venise ou safari en Afrique? Carnaval de Venise. Performance ou sérénité? Sérénité sans hésitation. Jogging ou marche? Jogging. Un personnage inspirant? Personnage inspirant, il y en a tellement. Alors, je vais vous donner un très grand classique, Nelson Mandela, ça me parle énormément. Ok. Un animal qui vous fascine? Le caméléon. Un livre bouleversant ou inspirant? La liste de mes envies. Ah oui! Je mettrai le lien à la fin du podcast. Et enfin, question très importante. Moi qui ai fait des années dans ce milieu, bière ou vin? Vin, sans hésitation aussi. Rouge de préférence. Ouf! Alors maintenant qu'Isabelle a passé brièvement le test, je voudrais volontairement, d'ailleurs, je voudrais vous laisser vous présenter et répondre à deux questions. Déjà, Isabelle, qui êtes-vous? Quelle femme êtes-vous? Et que faites-vous? Quelle femme je suis? Alors je dirais une femme sereine. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant une femme sereine et une femme qui a la grande chance d'avoir une liberté qui m'est parfois enviée, mais voilà, une liberté qui a été gagnée parfois via la difficulté et via des apprentissages parfois très douloureux. Ok. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Oh, je fais énormément de choses parce que je suis une femme toujours aussi passionnée par la découverte des autres, donc je suis coach. Je suis coach parce que j'aime les autres, j'aime travailler, j'aime justement inspirer et puis permettre à d'autres de cheminer dans cette voie de la liberté. Et puis je fais aussi des conférences parce que c'est un autre levier aussi d'inspiration. J'écris. Vous parliez de mon blog tout à l'heure, mais j'écris aussi quand je trouve le temps. Je synthétise dans des ouvrages. Je suis auteure de 3 livres. Et puis je forme ou je déforme, je ne sais pas. Enfin voilà, je secoue les croyances de façon à faire évoluer les représentations du monde des gens qui ont l'opportunité d'assister à une formation, soit sur le management. Mon expertise étant plutôt orientée vers le leadership. Ouais. Je me dis, alors ça va peut-être vous paraître curieux, c'est que comme j'ai une grande envie de contribuer au changement de monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans le monde aujourd'hui, dans son fonctionnement, je me dis que le meilleur moyen d'influencer, d'être inspirant, c'est d'aller au contact des gens qui décident. Voilà. Et de leur permettre de secouer leur représentation du monde, leurs croyances, et quelque part de réallumer peut-être la flamme chez certaines personnes pour leur donner envie de contribuer elles aussi au changement de monde. Donc vous êtes, je résume, vous avez 4 métiers différents. Vous êtes coach au moins. Vous êtes coach, vous êtes formatrice, vous êtes conférencière, vous êtes auteur. Est-ce qu'on se réveille un matin en se disant « Je voudrais être conférencière, formatrice, coach et auteur » C'est pas du tout ce cheminement que j'ai suivi. Alors depuis que je suis toute petite, je suis quelqu'un qui est assez rebelle par rapport à ce que je peux voir et ressentir. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Ressentir comme injustice, comme une chose qui dysfonctionne, etc. Et puis, je suis comme pas mal de jeunes filles, rentrée dans le moule à un moment. Puis à un autre moment, le moule, il n'a plus voulu de moi. J'ai eu une cassure à un moment dans ma vie professionnelle. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Puis cette burn-out a été finalement, après un moment très douloureux, une opportunité de me poser les vraies questions. Complètement. C'est-à-dire, moi qui suis quelqu'un qui a envie de contribuer à améliorer les choses, comment je peux contribuer ? Alors, je venais d'un environnement professionnel très différent. J'étais dirigeante de fédération professionnelle, donc vous voyez, il n'y a rien à voir avec le coaching. Mais j'avais toujours ce goût de la transmission quand même et de vouloir contribuer au changement de monde. Je me suis dit, peut-être que c'est le moment de le faire d'une manière différente, plus modeste, mais finalement plus en profondeur, donc le coaching. Et puis, comme je suis quelqu'un qui reste rarement en place longtemps, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de faire encore mieux et autrement ? Pourquoi pas les conférences ? Et je vous avoue que les conférences, au début, pour moi, c'était très difficile, parce que je ne suis pas une personne qui aime se mettre sur scène. Voilà. Je peux donner l'impression d'être à l'aise
dans cet exercice-là, mais je le fais parce que ça a du sens, c'est parce que j'ai des messages à faire passer, mais c'est pas mon talent naturel que de me mettre au milieu d'une scène. Il n'y a pas d'ego chez moi à ce niveau-là, et c'est vraiment parce qu'il y a du sens et que j'ai des choses à partager que je vais sur scène. Voilà. Et donc les conférences, c'est comme ça, la formation, c'est dans le même esprit. Et l'écriture, finalement, je suis cachée dans l'écriture. Voilà. Je suis derrière ma production. Et de la même manière, je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise dans la promotion d'un ouvrage, etc. Je vais avoir beaucoup de mal à présenter, entre guillemets, une œuvre, parce que je ne le vis pas comme une œuvre, mais comme un message à faire passer. Sûr. Voilà, un message. Est-ce que vous avez beaucoup expérimenté, ajusté, rebondi pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? C'est une succession de chaos personnels dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle aussi, qui m'a permis, je dirais aujourd'hui, d'être sereine. C'est ce que je disais. Voilà. Et de sentir qu'à l'intérieur de moi, j'ai les ressources nécessaires pour faire face à beaucoup de situations. Et je ne dis pas ça en me présentant comme Wonder Woman, ce n'est pas du tout le propos, mais de me dire je suis capable de me demander de l'aide, ce que je ne savais pas faire il y a quelques années, justement parce que j'étais un petit peu enfermée à l'intérieur de moi, capable de vivre des moments difficiles et de les surmonter, capable de nouer des relations avec les autres, ce qui n'était pas une évidence pour moi parce que j'étais quelqu'un d'assez solitaire. Voilà. Introverti, on dit, très finalement quelqu'un de plutôt discret, mais avec une richesse intérieure, mais qui avait du mal à s'exprimer à l'extérieur. Donc voilà, j'ai cette force aujourd'hui, mais qui est une force humble, de me dire je suis quelqu'un de très imparfait, mais finalement j'arrive à trouver plus d'amour dans ce que je suis aujourd'hui qu'il y a quelques années. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez d'une anecdote que vous auriez envie de partager avec nous? J'appelle ça une boulette, d'une boulette que vous avez faite à vos débuts, que ce soit dans la formation en tant que coach, qui aujourd'hui vous fait sourire et aujourd'hui vous dites mais oui, mais en même temps ça m'a tellement appris. Je vous donne un exemple, par exemple, ma première structure, je m'étais associée. Et je me suis pas associée pour les bonnes raisons. J'ai pas cherché. Alors j'avais fait pour le coup, moi j'en ai fait vraiment énormément. J'avais pas fait d'études de marché. Je suis partie la fleur au fusil en disant mais non, mais tout va bien se passer. Je me suis associée pourtant en étant persuadée que ça allait être compliqué. Mais aujourd'hui, ça me fait sourire et j'ai appris de ces erreurs. Est-ce que vous avez ce que j'appelle une petite boulette ou une grande boulette, mais un truc, aujourd'hui vous en souriez en vous disant j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ce petit truc, à mes débuts j'ai expérimenté ça alors qu'aujourd'hui voilà, je le referai pas forcément. Oh oui, des boulettes, j'en ai nombreuses. C'est ce que j'appelle les expériences apprenantes. Oui, donc, complètement. Il en faut beaucoup, justement, pour apprendre beaucoup. Expérience apprenante. Voilà, beaucoup de boulettes pour apprendre et puis gagner en sérénité. Des boulettes, par exemple. J'en ai une qui est drôle sans être drôle. Par exemple, j'ai été candidate à des élections municipales à un moment. Ça, c'était 2001, donc finalement une expérience riche de découvrir ce que c'est qu'un parti politique vu de l'intérieur. Et puis, fleur au fusil, un petit peu le contexte qu'on voit là dans les mois qui arrivent là, avec les municipales, une candidature sans avoir d'investiture, vous voyez, se croire en capacité de faire face à l'adversité, monter une équipe, etc. La grosse boulette, parce que avec le recul, je me dis que j'étais bien jeune. C'était à nouveau pas l'ambition qui me poussait, c'était vraiment j'avais vraiment envie dans la géographie, la ville dans laquelle je me trouvais, la circonscription, de faire passer des messages, et j'avais toujours ce sentiment qu'il y avait du gâchis, comme on dit. Et donc, je pensais que je pouvais mobiliser une équipe. J'ai fait une grosse boulette parce qu'avec le recul, maintenant que je travaille quand même avec pas mal de dirigeants, je me dis qu'il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence de situation et un sens stratégique élevé pour partir et se lancer des challenges accessibles et non pas des challenges totalement irréalistes. Mais à nouveau, avec le recul, je me dis c'est une boulette, mais d'un autre côté, j'ai appris beaucoup de choses.
J'ai appris que j'étais vulnérable. J'ai appris ce que c'était que la souffrance au fond de soi, d'avoir entraîné avec soi des personnes finalement dans un échec qui aurait pu être mesuré au démarrage. Et donc voilà, maintenant ça me donne un esprit un peu plus stratégique et puis ça me m'ouvre des opportunités finalement maintenant avec des gens qui sont dans le champ politique et qui se disent cette femme, elle a fait des grosses boulettes donc elle va peut-être nous éclairer en tant que coach là, à faire moins de boulettes qu'elle n'en a fait elle. Donc finalement, cette boulette était à nouveau une boulette apprenante et m'ouvre plein de perspectives, ce qui fait qu'aujourd'hui, je rencontre des gens super intéressants et j'espère que je les amènerai à faire des boulettes moins grosses que celles que j'ai pu faire moi. Voilà. Et je fais le lien avec justement le personnage inspirant dont vous parliez tout à l'heure. C'est Nelson Mandela, on va dire, on va la faire à la française, qui disait en fait, on ne perd jamais. C'est soit on gagne, soit on apprend. Exactement. Donc, de ces boulettes, de ces expériences apprenantes, et on en a tous à notre actif. Finalement, quand on a compris, quand on prend du recul, en fait, ça devient très souvent des grandes forces. Oui, c'est la force de la résilience, déjà. Le fait de se dire... non pas je suis un survivant, mais voilà, j'ai pu tenir dans des difficultés majeures, j'ai trouvé les ressources à l'intérieur, j'ai su tomber la carapace pour demander de l'aide. Finalement, je me rends compte que le monde n'est pas à l'image que je m'en faisais. Ça me permet de bousculer un certain nombre de croyances, d'idéaux. On ne quitte jamais complètement ce qu'on a envie de mettre en œuvre, mais voilà, ça permet de relativiser un certain nombre de choses. Et ça, c'est très important. Et je dirais, à l'âge que j'ai, parce que je ne suis pas une jeune fille, j'ai vachement appris. Et je pense que ça peut être effectivement inspirant et utile pour les autres, modestement. Cette expérience de vie difficile, il faut dire les choses, très difficile. J'avais beaucoup à apprendre. Voilà. Les 4 métiers, et je suis sûre que vous en avez d'ailleurs plein d'autres cachés, les 4 métiers vraiment dont on a parlé, donc le métier de coach, de formatrice, de conférencière et d'auteur, sont à la fois 4 métiers différents, mais moi je ressens et je perçois quand même qu'il y a 2 fils conducteurs. Il y a le fil conducteur qui est la transmission. Complètement, oui. Et un autre qui est l'humain, l'autre. Quelles sont les valeurs, vous qui placez quand même... alors, j'entends bien qu'il y a l'humain et cette notion de transmettre, mais quelles sont les valeurs que vous véhiculez en fait dans votre entreprise et vous en tant que personne, en tant que femme? En tant que personne et en tant que femme. Voilà, c'est une question difficile. En tant qu'entrepreneur ou dans vos interventions, quelles sont vraiment les valeurs que vous véhiculez et que vous avez ancrées vraiment dans votre entreprise? Il y en a une première, parfois qui un petit peu... les gens ont du mal à saisir. Alors, je vais l'expliciter. J'essaie de véhiculer l'idée du savoir-avoir. Ça fait un moment que je prêche, entre guillemets, sur ce terrain-là, quand je vois les excès de cupidité d'un certain nombre de personnes dans le monde entrepreneurial, dans le business, etc. Le savoir-avoir, c'est savoir que le monde tourne à partir du moment où chacun puisse vivre de son travail, vivre de sa vocation, etc. Et je vois malheureusement des excès autour de moi. Et donc j'essaie de faire passer ce message-là que la cupidité désorganise le monde au point de le mettre dans un danger qui aujourd'hui me semble être un danger proche de nous. Voilà. Créateur d'inégalités qui fait que le système s'effondre. Et je ne suis pas pessimiste en disant ça, mais voilà, j'essaie au travers de mes formations, conférences, coaching, de faire prendre conscience à mes interlocuteurs et mes interlocutrices qu'il y a une limite humaine qui est l'avenir du monde. Voilà, le savoir-avoir, ça c'est une première valeur. Après, il y a le savoir respecter l'autre dans sa différence. Voilà. Il y a parfois des gens racistes dans mes formations, j'en ai vu. Des gens intolérants vis-à-vis de personnes qui pensaient différemment d'eux. Et ça, alors au-delà de l'agacement que ça peut procurer chez moi, parce que j'ai quand même appris en tant que coach à gérer ces agacements-là, je me dis qu'il y a des choses à faire passer dans un monde qui est ouvert aujourd'hui, qui est multiculturel. On peut plus penser, voir le monde
dans un mode uniforme, tous de la même couleur, tous de la même école, tous du même milieu social, et que ça n'est plus possible. Et que ça ferme les entreprises déjà à une richesse incroyable. Quand vous mettez des gens d'origine différente, des hommes, des femmes, de cultures, de religions différentes autour d'une table, il y a une production extraordinaire qui n'existe pas quand vous mettez que des HEC ou que des centraliens ou que des énarques. Et je n'ai rien contre ces écoles-là, je suis moi-même partie des diplômés d'HEC, mais voilà, il n'y a pas la même production. Il y a une forme de rigidité du fait du cadrage et du conformisme au travers des enseignements, et que c'est se priver de la possibilité de faire avancer le monde dans la bonne direction, quoi. Voilà. Ça me fait penser à... Alors c'est une femme que je n'ai pas encore interviewée, mais qui écoute tous les podcasts et qui sait de toute façon qu'elle sera une des prochaines. C'est la présidente, non pas du CJD France, mais du CJD international. Oui. Qui est une très chouette nana et française, et qui un jour me raconte que ça a été un des plus gros challenges, et ça rebondit complètement sur ce que vous êtes en train de dire, pour organiser un événement. Donc le CJD international, c'est autant des sections africaines, québécoises, que qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi certains JD qui sont aux États-Unis. Et donc, pour la première fois, quand elle a pris son poste, elle m'expliquait qu'elle a eu à gérer non pas 10 personnes, mais 10 nationalités, 10 cultures différentes. Challenge. Et elle me disait, mais alors entre un tel qui culturellement n'était pas habitué à ce que ça se passe comme ça, etc. Elle m'a dit, mais j'ai tellement appris. Et c'est là, oui, c'est compliqué, mais elle prône exactement, elle va exactement dans votre sens en disant, mais quelle richesse! C'est-à-dire que ça crée une tension au démarrage, parce que c'est une difficulté pour soi, et puis ça remet en cause sa vision du monde, etc. Mais en même temps, quand on est ouvert, finalement, il y a énormément de choses à apprendre. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'apprendre beaucoup là. J'ai travaillé pendant un moment sur un programme dédié aux femmes à l'ENA, au titre de la coopération internationale, où donc, il y avait des femmes qui venaient des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, il y avait un petit peu les pays de l'Est, et très peu mais d'Amérique latine. C'était extraordinaire. Au moment de la journée de la femme, les Africaines arrivent en boubou, rien que ça, rien que ça, de la couleur, et puis une vision du monde très différente. On est très centré sur nous, en fait, on ne se rend pas compte, en Europe, même en France en particulier, on voit le monde, gérer la carte du monde, voyez, d'une certaine façon, et puis quand vous questionnez des gens qui viennent d'autres parties du monde, ils vous présentent le monde d'une façon tellement différente. Et moi, j'ai vu ces Africaines faire, sous le mode narratif, si vous voulez, exprimer, sous le mode symbolique et narratif, alors on va dire des philosophies d'origine, pays d'Afrique noire, etc., avec un talent et puis une énergie, des messages incroyables. Je me sentais toute petite et vraiment, waouh, ça vous fait waouh, il n'y a pas de mot, quoi. J'en ai la chair de poule. Moi, j'ai des femmes africaines qui me parlaient de la représentation qu'elles ont d'un baobab en termes de voilà, quelle est la symbolique autour. C'est waouh, quoi. Voilà, vous découvrez, vous ouvrez vos yeux, vos oreilles, votre corps, votre âme, votre cœur à autre chose, quoi. C'est incroyable. Et on ne s'ouvre pas assez à ça. Voilà. L'ouverture, en tout cas. Oui, l'ouverture, la sensibilité, les couleurs qui vous arrivent. C'est comme si votre cerveau, d'un seul coup, là, on a enlevé le cerclage, vous voyez, qu'on a mis à l'école française, qui est quand même qui compresse. Voilà. Vous avez abordé des notions comme le racisme, où vous avez été agacé à certains moments. Est-ce que... Dans les différents métiers, je ne parle pas forcément du métier de coach, est-ce que vous vous sentez l'obligation d'accepter tous les clients, ou est-ce que parfois ça vous est arrivé de décliner un partenariat ou une collaboration? Ah ben complètement, moi je travaille... alors j'ai la grande chance de pouvoir travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Très bien, ok. Ça c'est clair. Donc...
de manière très diplomate. Je vais orienter vers quelqu'un qui me paraît plus à même de répondre en termes de valeurs et en termes de problématiques à la personne qui me solliciterait, avec laquelle je n'ai pas envie de travailler. Parce que je n'ai aucune raison de blesser quelqu'un. Voilà, c'est pas mon objectif. Puisque cette personne est demandeuse de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une ouverture pour quelque chose, et donc je lui propose d'aller s'ouvrir avec un professionnel un petit peu différent. Mais oui, il m'arrive de refuser. Oui. Très bien. Oui, parce que ça ne matche pas avec moi. Et puis je ne serai pas efficace dans tous les cas. En coaching, on sait qu'il y a une résonance à l'intérieur du coach qui est une ressource qui va faire que la personne pourra accéder à son objectif. S'il n'y a pas cette résonance-là, ce n'est pas la peine, on est inutile et on sera contre-performant. Et dans le jugement, qui n'est quand même pas la vocation du coaching, d'être dans le jugement. Alors ça rebondit sur 2 types de discours que j'entends en ce moment. J'entends quand même encore certains entrepreneurs et dirigeants dire « Ouais, mais on ne peut pas se le permettre financièrement de ne pas prendre ce contrat. » Puis il y en a de plus en plus qui disent « Ouais, alors aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. En revanche, on va essayer d'en trouver un autre contrat qui correspondra beaucoup plus à nos valeurs. Et lui, si on peut s'en séparer par la suite ou ne plus travailler avec cette personne parce qu'elle ne correspond plus du tout ou elle ne correspond pas aux valeurs. » Donc il y a vraiment, il y en a qui vont dire bah non, moi tant pis, je le fais, j'en ai pas envie, et puis en général c'est presque épidermique. Oui. Et puis il y en a d'autres qui disent ben non, j'ai envie de me donner aussi ce luxe. De pouvoir choisir les gens avec lesquels je travaille. Donc vous êtes en plein dedans. Je suis dedans et c'est une chance. C'est une chance, ça n'a pas toujours été le cas. Mais j'ai observé quelque chose au fil de mon lâcher-prise là-dessus, sur cette question-là. C'est que quand vous travaillez avec des gens avec qui vous n'avez pas de plaisir de travailler, ça se ressent sur votre façon d'être au quotidien, sur la joie qui transparaît dans les relations que vous avez avec les autres ou pas. Il faut savoir que l'attitude que l'on a attire vers soi des gens, je dirais, qui sont en phase avec cette attitude-là. Donc si vous êtes triste, si vous n'avez pas de plaisir, eh bien tout simplement votre attitude marque cet élément-là, et donc vous allez attirer à vous, malheureusement, vous risquez d'attirer à vous des gens qui sont dans cette dimension affective-là aussi, de tristesse ou de recherche du meilleur rapport qualité-prix, des choses comme ça. Moi j'ai pris le risque à un moment de dire je tente et je verrai. C'est-à-dire que je ne fais pas, ça laisse un trou, et finalement ce trou c'est une opportunité pour que quelque chose arrive. Mais comme je suis joyeuse, et comme je suis quand même, malgré cet aléa économique on va dire, dans le plaisir, finalement mon attitude est plutôt une attitude inspirante comme vous le disiez tout à l'heure, et voire même attirante, de gens qui sont en phase avec cette dynamique-là, qui est une dynamique de joie, de plaisir, de profiter de la vie, etc. Et donc finalement les trous que vous créez dans votre agenda se remplissent avec des gens qui sont en phase avec vous. Voilà. J'ai pris ce risque à certains moments, qui est un risque, mais en tant qu'entrepreneur, bon, il faut savoir de temps en temps prendre des risques, c'est ce que j'enseigne quand je travaille sur la création d'entreprise. Ça fait partie, je dirais, des caractéristiques des entrepreneurs qui réussissent. C'est une part d'acceptation de risque et en même temps une forme d'optimisme en se disant, mais il n'y a pas de raison que ça ne m'arrive pas positivement. Complètement. Parce que je fais ce qu'il faut pour que ça arrive. Vous avez replacé placé du sens vraiment dans votre entreprise et au sein des 4 métiers dont je parlais. À une époque où justement il y a de plus en plus de personnes en quête de sens, est-ce que pour les auditrices, j'aime bien mettre le féminin en premier, les auditrices et les auditeurs, est-ce que, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de ce métier de coach, est-ce que vous auriez déjà un premier conseil à donner pour justement toutes ces personnes qui sont un petit peu en quête de sens en ce moment, mais qui ne savent pas forcément par quel bout commencer? Est-ce qu'il y a un premier conseil que vous pourriez leur donner? Je dirais déjà d'écouter leur cœur et leur ressenti même corporel. Quand vous commencez à avoir des tensions dans le dos, comme on dit, en avoir plein le dos, ou lever le matin en vous disant ouais, il va falloir encore que j'y aille aujourd'hui, etc. Ça, c'est quand même un signe. Oui. C'est un signe d'un questionnement à ouvrir. Après, vous savez, les gens, quand je discute, même qui ont ces tensions-là, ils sont toujours tiraillés entre ce désir, quelque part, de réfléchir à quelque chose de nouveau, et puis le confort économique, et l'absence de risque d'un poste dans lequel on est bien installé.
Il y a un moment, il faut peut-être se prendre, je sais pas, une semaine de vacances en se disant, voilà, je vais me changer complètement de contexte, etc. Puis je vais prendre le temps d'y réfléchir. Mais c'est sûr que dans la balance, il y a un moment, il faudra faire un choix, et un choix risqué à nous. C'est de quitter une certaine forme de confort, des habitudes, confort économique, et prendre un risque. Parce que pour accomplir son désir, quelque part, il faut créer du vide. Mais si le vide, il n'est pas vide dans le sens où il est rempli de vos peurs, de vos incertitudes et finalement d'argent, mais il n'y a plus de place pour rien. Complètement. Donc il va falloir nettoyer un peu un moment et ouvrir ce champ-là. Si vous ne faites pas cet effort-là, vous allez rester dans votre zone de confort et puis finalement le mal de dos va peut-être se transformer en une réalité d'un problème de dos et puis après ça sera peut-être un truc un peu plus sérieux et au final ça sera un truc vraiment sérieux parce que le corps il n'est jamais que l'expression de votre mal-être et de votre désir mort, etc. Et il vous cogne jusqu'à ce que vous compreniez et donc ça se matérialise par des maladies. D'ailleurs, votre corps vous appelle. Il faut que tu réagisses, il faut que tu fasses quelque chose. Le langage, j'aime beaucoup le langage des oiseaux et en fait la maladie c'est le mal a dit. Tout à fait. Et donc effectivement il faut être très très à l'écoute de son corps. J'aimerais qu'on creuse un petit peu le métier de coach. Avant d'aller plus loin, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous rappeler, nous donner une définition et votre définition de ce qu'est aujourd'hui un coach? Oula, c'est le sujet. Alors moi, je travaille beaucoup en coaching en entreprise, donc on va peut-être partir sur cet angle-là que je connais mieux. Je ne suis pas un coach de vie, ce qu'on appelle un coach de vie. Voilà, c'est pas du tout mon métier, c'est quelque chose de très différent. Donc moi, mon objectif en coaching professionnel, plutôt de dirigeant, c'est amener un dirigeant déjà à travailler sur la connaissance de lui, voilà, qui va lui permettre d'identifier ses valeurs. Parfois, il y a un questionnement qui n'a jamais été ouvert sur les valeurs, ce qui fait sens pour lui, quelle contribution il veut apporter au monde. Et puis, on va travailler sur des aspects plus opérationnels. On va dire, si je suis leader d'une organisation, comment je peux être plus inspirant, comment je peux dégager du temps pour ma réflexion stratégique, etc., etc. Donc, la connaissance de soi et s'armer sur le plan méthodologique pour être meilleur dans l'exercice de son métier de dirigeant. Voilà. Et gagner en autonomie, puisque l'objectif du coaching, ce n'est pas le conseil. Il faut bien distinguer ce que du coaching du conseil. Le coach, il est là juste pour poser des questions, ouvrir des angles morts qui vont permettre à la personne de mieux appréhender ses désirs, ses besoins, ses ressources, ses forces, ses vulnérabilités, ses points de vigilance, etc. Et de gagner rapidement en autonomie pour surtout ne plus avoir besoin de son coach. Alors justement, vous me tendez une perche. J'avais une question à vous poser. À juste titre, vous nous indiquez qu'il y a bien une différence entre le métier de coach et de conseil. C'est pas la même chose. Quelle est la part d'impartialité dans votre métier? Comment être et rester impartial en tant que coach? Alors, le coach, normalement, est supervisé, déjà. Ça, il faut savoir que c'est un métier dans lequel il y a de la supervision. C'est-à-dire que si on sent qu'on peut avoir par moment une croyance, voilà, ce qui, comme tout être humain, on a des croyances, ou un biais, ou un jugement, devenir une personne jugeante vis-à-vis de son coaché, on téléphone à son superviseur, qui lui fait le métier de coach vis-à-vis de vous, c'est-à-dire vous questionne, vous amène à réfléchir à la situation, à l'interaction que vous avez avec la personne que vous coachez. Voilà. Parce qu'il peut y avoir effectivement des moments où c'est un petit peu en difficulté. Donc là, on a la supervision. D'accord. Après, un coach expérimenté est capable de se mettre en métaposition, on appelle ça. C'est-à-dire à l'extérieur de l'interaction, s'observer de l'extérieur dans l'interaction avec la personne, de façon justement à prendre conscience des processus qui sont à l'œuvre, qui peut être un processus de jugement, une façon d'orienter, même involontairement, l'échange et donc d'orienter les choix de la personne. Donc normalement, un coach expérimenté, il est capable, comme un superviseur, j'allais dire, d'être son propre superviseur. Mais de toute façon, il a toujours le SOS supervision. Et donc un coach expérimenté, il est capable de le faire. Et s'il a un doute,
sur son efficacité en métaposition. Dans tous les cas, il peut se référer. Il peut se référer. Et moi, j'invite tous les coachs, comme je le fais, à être supervisés dans tous les cas, à raison de X séances par an, parce que ça fait du bien de se confronter avec d'autres coachs à des situations réelles et de les revisiter sous des angles différents. C'est un peu comme le multiculturel dont on parlait, des coachs avec des visions du monde différentes. Moi, par exemple, dans le groupe de supervision dans lequel je suis aujourd'hui, on est 4, 5, donc des gens très différents, des coachs très différents, et des chefs d'entreprise qui basculent actuellement dans le coaching. Donc en départ, après une belle carrière d'entrepreneur d'un certain niveau, et qui se décident à devenir coach d'entrepreneur. Donc qui apportent encore un éclairage culturel complètement différent, avec leur parcours d'entrepreneur, où ils ont parfois une structure de taille importante. Et c'est super intéressant, parce qu'on va revisiter des situations réelles qu'on a vécues parfois en difficulté, avec l'éclairage des autres. Et donc c'est un petit peu cette diversité dont je parlais qui est extrêmement apprenante. C'est pas une obligation d'être supervisé ? C'est un souhait, c'est un choix de votre part ? C'est normalement une obligation morale. D'accord. Voilà. Moi, il y a un moment, j'étais pas supervisée, je ressentais pas le besoin. C'était des cas de coaching tout au début de mon activité de coach, relativement simples, etc. Et donc, j'en discutais de manière informelle avec d'autres coachs. Mais on ne pouvait pas parler d'une supervision réelle. Voilà. Mais après, quand j'ai rencontré des situations, je dirais, beaucoup plus complexes, là, il m'est paru évident qu'il fallait que j'ai une supervision un petit peu plus costaud là-dessus. Voilà. Alors justement, quelles sont les compétences aujourd'hui qu'un bon coach doit développer ? Les compétences que doit développer un bon coach, s'il y avait une seule compétence. Plusieurs. J'allais parler plutôt d'une attitude qu'une compétence. Les attitudes. La remise en cause de soi. Donc je ne détiens aucune vérité. J'ai juste des perceptions que je partage avec la personne que j'accompagne. Ça, c'est une attitude, on va dire, de remise en cause. Une compétence, c'est surtout l'art de poser ce qu'on appelle des questions puissantes. Voilà. Et ça se travaille, au fil de l'expérience. Si c'est une compétence clé, je dirais c'est celle-ci. Après, on parle de présence en coaching. Une compétence à la présence. Pour faire l'analogie avec le monde de l'entreprise, on va parler d'écoute, mais pas de l'écoute juste j'écoute avec mes oreilles. C'est j'écoute globalement avec mon corps, ma perception globale, et je ne néglige pas mon intuition. C'est-à-dire de ce qui émerge, sachant que je suis conscient des croyances, etc., qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que ça me dit et qu'est-ce que je m'autorise à dire à la personne que je coach dans cette présence et conscience de l'interaction entre deux individus. Voilà. Moi, je fais plutôt du coaching individuel que du coaching d'équipe, si on doit préciser les choses. J'adore la relation interpersonnelle. Je trouve que c'est extrêmement apprenant des deux côtés. Complètement. Que dans un groupe, c'est un peu plus compliqué. On travaille plus sur des processus. Donc c'est peut-être un peu moins sur la dimension humaine. Et j'aime beaucoup la dimension humaine. Voilà. Quelles sont, à votre avis, les idées préconçues, les idées reçues sur le coaching aujourd'hui ? Alors il y a toutes sortes de coaching, ça va du coaching culinaire au coaching sportif, bientôt on va voir le coaching d'aménagement d'appartement. Je suis sûre qu'il existe déjà. Voilà. Tout le monde s'introduit coach, j'allais dire. On devrait parler de conseils plutôt dans ce cas-là, voyez, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions puissantes dans le coaching sportif. C'est plutôt des indications de ce que vous devez faire. Ce qui n'est pas la voie du coach du tout. Donc, vous parliez de tout ce qui dysfonctionne, j'allais dire, par rapport au métier de coach. Pour moi, il y a le coaching. Alors, je ne vais pas parler de vrai ou de faux coaching, c'est pas le mot, mais il y a la banalisation qui est faite par les médias de ce que c'est le coaching, par incompréhension souvent du métier à l'intérieur. Ça, c'est dommage. Maintenant, dans les coachs, il y a toutes sortes de coachs, plus ou moins performants aussi. Moi, j'invite les gens à vérifier la certification du coach déjà. Est-ce qu'il il a fait une école, c'est un minimum, certifié. Ensuite, combien d'années d'expérience professionnelle il a. Quel type de coaching il pratique, de dirigeant, de middle manager, plutôt de coaching de vie, etc.
de fournir un certain nombre de recommandations, quand même, ça c'est une sécurité complémentaire. Est-ce qu'il est supervisé, pas supervisé, selon, je dirais, la nature du coaching, hein. Après, c'est le feeling avec le coach quand on a un entretien. Ça se passe au travers des yeux et du corps et des sentiments. Hein. Vous le sentez tout de suite. Hein. Il y a un lien qui se crée ou qui ne se crée pas. Et si ce lien ne se crée pas, c'est que ce n'est pas le bon coach, tout simplement. Et le coach, il ne va pas se vexer pour ça. Hein. Il va simplement lui ressentir aussi qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, l'émulsion n'est pas là. Et donc lui, si c'est un coach, entre guillemets, vigilant sur lui, il vous dira « je ne suis pas le coach de la situation ». Exactement. Ça ne peut pas marcher autrement. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir d'une croyance limitante que vous auriez entendue, vous, en tant que coach? Quelque chose qui vous avait vraiment marqué on a tous beaucoup de croyances limitantes, mais est-ce que vous avez un souvenir d'un homme, d'une femme, sans rentrer dans les détails de son métier, etc., mais est-ce que vous avez un souvenir d'une croyance limitante d'une personne, vous, en tant que coach, que vous auriez pu observer? Oh, j'en ai pas qu'un. Ouais, je vais faire une généralité, là, vous m'en excusez. Hein. Mais du côté des femmes que je coach, j'entends beaucoup de croyances limitantes sur leur capacité à faire, à oser, à prendre des places stratégiques, etc. Et il y a une croyance limitante chez les femmes qui est très forte, c'est une interprétation plus qu'une croyance limitante, c'est le pouvoir, c'est sale. Exercer le pouvoir, c'est sale. C'est quelque chose qui n'est pas noble, qui n'est pas en phase avec ce que j'imagine que devrait être le leadership. Moi, j'explique toujours quelque chose comme ça, je le dis toujours, le leadership, c'est une pièce avec deux faces. Il y a le côté valorisé du leader, celui qui monte la voix, qui mobilise l'équipe, et puis il y a l'autre face, la réalité du métier, où de temps en temps, il faut exercer du pouvoir, et non pas que du pouvoir de faire des choses, mais aussi du pouvoir sur des personnes. Et du côté des femmes, il y a une grosse croyance sur le côté surtout pas exercer du pouvoir sur les autres, c'est sale, c'est moche, c'est pas honorable, on n'est pas dans le soutien, on n'est pas dans le care, hein, le soin aux autres. Alors que ça fait partie du job. Et s'il y a bien une croyance que j'essaie de déconstruire avec les femmes que je rencontre, c'est sur le fait qu'avoir du pouvoir sur les autres, quelque part, c'est un pouvoir d'inspiration, c'est un pouvoir de dépassement, c'est un pouvoir de s'autoriser des choses qu'on ne s'autoriserait pas normalement. Et quelque part, c'est formidable d'avoir ce pouvoir-là. C'est pas un pouvoir pour soi, c'est un pouvoir pour faire grandir les autres. Et puis c'est pas un pouvoir malsain. Ça n'a rien de malsain de vouloir contribuer à ce que les autres puissent envisager plus de possible. Et cette croyance-là, chez les femmes, elle est très forte. Vous aviez bien précisé que votre expertise, notamment en tant que coach, c'était surtout en tant que coach en entreprise. Donc j'avais une question à propos du management. Est-ce que, avec votre expérience et votre expertise aujourd'hui, est-ce que vous avez pu noter une évolution dans le management? En gros, le management d'il y a 5, 10, 15 ans vs le management d'aujourd'hui. Alors, sans tomber dans la généralisation excessive, il y a toutes sortes d'entreprises. Et ça dépend beaucoup, je dirais, de la philosophie du dirigeant à la tête, ou de la dirigeante à la tête de cette entreprise. Voilà. Il incarne ou pas ce qu'il prône. Parce qu'il y a malheureusement dans certaines entreprises aujourd'hui un discours et une pratique qui est très éloignée du discours. Bien sûr. Donc si on veut parler des entreprises qui ont un leader ou une leaduse, on va l'appeler comme ça, qui est aligné. Aligné, c'est-à-dire qui dit les choses, qui veut avancer sur le plan du respect des collaborateurs, du respect de l'environnement, etc. et qui aligne les pratiques, on voit des choses formidables. Alors, je ne vais pas parler de la libération des entreprises, parce que moi, j'ai travaillé sur mon dernier ouvrage sur des entreprises libérées qui finalement se sont religotées, on va dire, avec leurs managers, qui ont finalement trouvé que le management, c'était plutôt quelque chose de bien. Je vois des choses formidables et surtout des expérimentations formidables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéologie préconçue, mais il y a de l'expérimentation. Ça marche, c'est bien. C'est conforme à notre culture, ça va. C'est respectueux des gens, ça va. Là, ce truc-là, finalement, on l'a expérimenté, ça ne correspond pas à notre culture, où les gens ne sont pas prêts, c'est pas grave.
on remet à plus tard, on essaie autre chose. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas formatés idéologiquement, ils sont plus dans j'essaie, je vois, et avec une philosophie qui est dégager plus de prise d'initiative, plus d'autonomie, plus de bien-être pour les équipes, etc. Donc c'est du test and learn. Après, je vois des organisations où les gens ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'il y a un grand discours très hypocrite sur soyez autonome, et puis en même temps on va mettre des processus très contraignants. Voilà, et ça c'est monstrueux, parce que ça crée de l'injonction paradoxale sur les managers, entre autres, où c'est soyez bienveillants, et puis là, bon, c'est pas grave, hein, c'est coûte que coûte, il faut que ça bosse, il faut que ça produise, etc., quelles que soient les conséquences humaines. Ça, j'appelle ça de l'hypocrisie et de l'injonction paradoxale vis-à-vis de managers qui sont pris en étau entre le message qui passe jusqu'à la base et qui dit bah si, il faut qu'on prenne des initiatives, etc., et puis au-dessus, une espèce de marteau pilon, il n'y a pas d'autre mot, qui écrase le manager d'objectifs à réaliser, de performances à atteindre, sans les ressources adéquates, ni humaines, ni techniques, ni financières. Et puis lui, le manager est pris en étau entre ces deux. Voilà. Et moi, je vois des managers qui sont limite burn-out. Et des gens qui se disent je ne veux plus être manager. Parce que je ne veux plus être écrasé entre ces collaborateurs qui, à juste titre, ont envie de plus d'autonomie, plus de prise d'initiative, et au-dessus, et qui véhiculent le message que mais oui, c'est possible, mais qui ne donnent pas les moyens de cette réalisation-là. Et donc c'est dramatique, ça. Et ça tient quand même à des entreprises, c'est-à-dire qui, quelque part, ont oublié qu'un être humain, ce n'était qu'un être humain, et qui, finalement, font peu de cas des dégâts humains. Peu de cas, et j'en vois, malheureusement. Et je trouve ça... ça me met en colère, alors je n'utiliserai pas le mot que j'aurais vraiment envie d'utiliser. Mais j'aurais presque envie de dire c'est dégueulasse. Parce qu'on sait exactement ce que l'on fait quand on a ce genre d'attitude, ce genre d'hypocrisie, et qu'on ne fait que véhiculer de la communication autour d'un sujet que finalement on ne met pas en œuvre. J'espère qu'un jour, les personnes qui pratiquent de cette manière subiront les conséquences de ce qu'ils mettent en œuvre. Je l'espère, je le souhaite. Peut-être que ce jour-là, il y aura une prise de conscience de leur part. Et peut-être que ça changera leur façon de voir le monde et leur façon de respecter leurs équipes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même aujourd'hui au moins une prise de conscience de la part des managers, ou est-ce que vous sentez que ça reste quand même un peu poussif ? Mais je pense que on accroche souvent, je vois sur les réseaux sociaux, on accroche souvent les managers comme étant has-been, petits chefs, etc. Je crois, pour le voir en entreprise, alors c'est une croyance, hein, peut-être que j'ai un regard biaisé, mais que le problème ne se situe pas au niveau des managers. Le problème, il se situe au niveau du contexte dans lequel on fait travailler les managers. Un changement de contexte, avec une formation adéquate, là on peut mettre de la formation, etc., permet les choses. Mais si on envoie des injonctions et qu'on ne change pas le contexte, et qu'au contraire on rigidifie le contexte, on ne permet pas le changement de posture. Et donc s'attaquer au manager, c'est s'attaquer à la moitié du problème. C'est d'abord le changement d'organisation, de contexte, de processus, etc., qui va faciliter, la direction qui va faciliter la transition vers un autre type de management, là où le management est déconnant, entre guillemets. Il n'y a pas tant que ça de management déconnant. Et quand j'entends et que je vois des livres cracher sur les managers comme si c'était les derniers des abrutis, je pense qu'il y a une méconnaissance de la réalité des enjeux en entreprise. Les managers sont venus pour la plupart du temps des rouages. Ils n'ont plus le pouvoir qu'on leur accorde. Et donc s'attaquer à des gens qui sont déjà vulnérables dans des organisations dans lesquelles on ne donne pas les moyens d'exercer son métier, quelque part, je trouve que c'est cruel. Que l'on aille cibler les processus et ceux qui sont à l'origine des processus qui produisent ça. C'est là que se trouve la responsabilité. Justement, en fonction de ce que vous dites, je vais essayer de reformuler ma question parce que moi-même j'étais tombée dans le piège. Je suis partie sur l'évolution du management, mais je vais la recibler. Est-ce que dans vos interventions en entreprise, est-ce que vous avez pu observer une évolution dans la mentalité au niveau de la direction? Pas partout. Ok.
voire parfois des durcissements, qui eux-mêmes sont parfois sous la pression de contraintes économiques. Bien sûr. Alors, on parle de compétition internationale, mais il n'y a pas que ça. Il y a la pression, certes, de la concurrence, etc., mais il y a aussi des égos. Ouais. Des choix qui sont des choix d'ego, de vouloir absolument être plus brillant, entre guillemets, que le brillant d'à côté. Voilà. Ou parfois sous la pression, je dirais, de son propre devenir professionnel. C'est toujours intéressant de regarder les modalités d'objectifs que peuvent avoir aussi bien les managers et les dirigeants. Ils sont évalués sur quoi? Si vous mettez un système d'évaluation qui n'a rien à voir avec le discours qui est prôné, que vous évaluez les gens sur d'autres critères que le message qui est passé, c'est dissonant. Moi, je vois par exemple, je vais vous donner une illustration très concrète. Dans certaines entreprises, aujourd'hui, on prône l'égalité homme-femme. Dans combien d'entreprises avez-vous réellement des objectifs chiffrés avec impact sur la rémunération des managers hommes et femmes et de la direction générale par rapport à cette intention forte? Le jour où vous mettez des objectifs, je peux vous dire qu'il y a une transformation des comportements qui se fait beaucoup plus rapidement que quand vous ne mettez pas d'objectifs. Ouais. Mais si vous avez une injonction qui est « faites-moi de l'égalité homme-femme » et à côté de ça, vous êtes évalué que sur la performance immédiate de court terme, est-ce que vous avez envie de révolutionner, entre guillemets, votre organisation de travail, vos habitudes, etc. et de changer quelque part quelque chose qui, pendant un petit laps de temps, peut créer un flou et une incertitude quant aux résultats économiques? Vous n'allez pas prendre cette initiative-là si vous êtes évalué sur complètement autre chose. Mais c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'organisations. Il y a un discours et des objectifs qui sont non alignés par rapport au discours. Si vous alignez les objectifs avec les intentions stratégiques, qu'on appelle l'alignement stratégique, vous avez une plus forte probabilité que les choses bougent. Alors, on ne peut pas demander aux gens d'être évalués sur des choses et puis leur demander de faire autre chose. Leur feuille de paye en dépend, leur évaluation, c'est aussi leur promotion, leur devenir professionnel et plein de choses. Donc, alignement stratégique, en stratégie d'entreprise, c'est très classique. D'ailleurs, tous les gens qui sont au sommet des organisations connaissent parfaitement ce que c'est que l'alignement stratégique. Donc ça m'interpelle de savoir si on questionne réellement le sujet au fond. Si on veut vraiment que les choses changent, c'est-à-dire changer le contexte pour que les choses puissent être possibles. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être réalisables à court terme, mais mettre un terreau, j'allais dire, qui fait que la plante va grandir dans la bonne direction. Si vous ne changez pas le terreau, si vous n'arrosez pas, il ne se passera rien. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations, en intervenant en entreprise, auprès de managers, est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où des managers étaient force de proposition, mais reconnaissaient que malheureusement, même s'ils étaient intrapreneurs, même s'ils étaient vraiment force de proposition pour instaurer plus d'humanité, est-ce que eux-mêmes reconnaissaient à certains moments que, en fait, de toute façon, même si leurs idées étaient bonnes et qu'ils avaient envie d'instaurer j'ai pas envie de dire bien-être volontairement, un peu plus d'humanité, est-ce qu'ils se sentaient un petit peu sur un peu borderline par rapport à leur direction? Ou est-ce qu'au contraire, vous les sentez dans le moule Vous avez tout type de personnes. Vous avez des gens qui sont très détachés émotionnellement, donc qui ne se sentent pas du tout impactés par le malheur des autres, entre guillemets. C'est pas la majorité. C'est pas du tout la majorité. Après, vous avez des gens qui tentent des choses et qui se prennent le marteau piqueur sur la tête quand malheureusement l'expérimentation n'a pas donné le résultat escompté immédiat. Et puis, il y a ceux qui tentent quand même et qui s'obstinent, mais dans le bon sens. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Moi, je ne suis pas quelqu'un de défaitiste, même si je peux laisser paraître là, non, pas du tout. Il y a pas par moments un petit peu d'agacement, voire des désolations, parce que je vois de la terre brûlée à certains endroits, mais vraiment de la terre brûlée. Moi, j'ai toujours des exercices qui sont de trouver ce j'appelle le cercle d'influence, c'est-à-dire où est-ce que je peux, malgré tout, malgré ce contexte, pouvoir pousser un pion, 2 pions, 3 pions, une idée, une initiative, tout en protégeant quand même ma propre fonction, parce qu'il ne s'agit pas non plus qu'on me fasse sauter, parce que comme j'ai envie de durer et de faire avancer ces idées intéressantes, je vais essayer quand même de protéger ce que je peux protéger, mais il y a toujours des marges de manœuvre. Ce qui est dommage, c'est que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Ça pourrait être beaucoup plus performant, parce que quand vous libérez franchement les initiatives,
Il y en a des initiatives, mais c'est incroyable. Mais quand vous mettez des processus contraignants où les gens ils passent leur journée à remplir des tableaux de bord et à justifier de leur activité, il n'y a plus de créativité. Je suis désolée, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Mais on trouve toujours des marges de manœuvre. Moi, mon objectif, c'est que les gens ils sortent soit d'un coaching, soit d'une formation, d'un atelier, de ce que vous voulez, avec le sentiment et la boîte à outils qui leur permet quand même d'avancer. Il ne s'agit pas de partir en se disant voilà, on ne peut plus rien faire, etc. Si c'est le cas, je pense qu'il faut sortir de l'entreprise. Voilà. Si vraiment il n'y a aucune marge de manœuvre et que la personne est en souffrance, il faut sortir de l'entreprise. Mais se mettre en action. Il n'y a rien de pire que le sentiment d'impuissance. Rien de pire, c'est inhumain. Et donc, quand on en est vraiment réduit à ça, partez. Ne restez pas, ne vous tuez pas, ne mourrez pas sur place avec ce sentiment d'impuissance. C'est pas possible. Vous vous dévitalisez. D'ailleurs, c'est un petit peu le constat qui a été fait déjà depuis quelques années. Alors, pour ma génération et les générations qui sont en train d'arriver, qui boudent de plus en plus les grands groupes et qui avant proposaient des postes et des offres très alléchantes, on s'est mis à bouder de plus en plus les grands groupes pour soit entreprendre ou soit intégrer des entreprises avec des vraies valeurs et avec beaucoup plus de sens. Et quand ça me fait penser à des discussions que j'avais avec mes parents. Moi, ma maman, mes parents m'ont toujours dit à une époque, qu'à leur époque, on rentrait dans une entreprise et puis finalement, on y finissait sa carrière. Et mes parents me disent, mais votre génération, vous avez aussi ce choix et ce devoir, quand vous ne vous sentez plus à votre place, partez, quittez l'entreprise pour une autre, pour aller vers un projet ou un autre boulot avec plus de sens. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est de plus en plus, même ceux qui sortent des grandes écoles, qui boudent de plus en plus les grands groupes, qui proposent peut-être... On pourrait avoir des amis qui sont dans des grands groupes et ils me disent souvent... je vais pas tenir très longtemps, j'ai encore l'impression de n'être qu'un numéro. Oui, malheureusement. D'un autre côté, je me dis que ce discours-là, il faut surtout le véhiculer partout, le répéter à l'envi, parce que ça va faire évoluer quand même les grandes organisations en question. C'est dans le sens que c'est malheureux cette période charnière, difficile pour tout le monde, mais que ça a un effet... C'est un levier. On le sent. C'est un levier pour faire évoluer les grandes organisations. Maintenant, moi, je suis très pragmatique. Je me dis que les jeunes, ils n'ont pas le temps d'être des leviers de changement dans les grandes organisations. Je voyais passer un article il n'y a pas longtemps qui disait il faut que les jeunes s'investissent pour faire évoluer les grandes organisations. Attendez, on n'a qu'une vie. S'il faut 20 ans pour faire évoluer une grande organisation, elle vous aura écrabouillé avant que vous ayez pu changer quoi que ce soit. Donc, c'est pas grave. Il y a les organisations qui sont mûres pour en quelques années intégrer les jeunes qui ont envie de changement, et les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a aussi plein de gens de tout âge, de tous les âges qui ont vraiment envie de changer ces modes d'organisation. Soit il y a des entreprises qui sont open et qui se disent on prend le risque de se secouer et de bouger, et là, on peut y aller. Si elles ne sont pas prêtes, ne perdez pas votre temps. C'est ça. Le monde est vaste. Des idées, il y en a partout. Des modes de collaboration sous différentes formes, il y en a partout. Il y a le salariat, il y a l'entrepreneuriat, il y a le portage salarial, il y a la start-up, il y a ce que vous voulez. C'est très riche, au la contraire. vie est ce qu'elle est. Profitez de la vie. Soyez joyeux, soyez heureux, épanouissez-vous, faites ce qu'il y a à faire. Et quelque chose qui vous plaise. Les grandes organisations, c'est leur problème. C'est vraiment leur problème. Pour revenir un petit peu, pour finir sur le monde de l'entreprise, vous avez donc une grande expérience de l'entreprise. Il y a même plus que 10 ans, on véhiculait l'idée que les entreprises, les salariés avaient ce devoir de s'adapter à l'entreprise. Aujourd'hui, on a l'impression, enfin c'est même plus qu'une impression, on ressent que les entreprises sont de plus en plus obligées de s'adapter aussi aux salariés. Quand je dis c'est pas aux aspirations. Aux aspirations. Avec justement plus de respect, en leur indiquant des valeurs, en leur disant voilà ce vers quoi nous aimerions aller, donc avec plus d'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez cette grande expérience? Est-ce qu'on peut dire que c'est la tendance est un peu en train de changer ou pas?
Alors, je suis assez partagée sur votre analyse, qui est de dire de l'adaptation de l'entreprise aux aspirations des collaborateurs. Il y en a, hein, pas de généralisation. Nouveau, il y a des entreprises qui sont là en pleine réflexion et qui bougent très très vite. Puis il y en a d'autres qui fonctionnent comme comment dirais-je, sous un angle marketing. C'est-à-dire, j'ai un problème avec certains nombres de talents. Et donc ces talents-là, il me les faut pour être plus compétitif par rapport à l'entreprise d'à côté. Donc je vais dérouler le tapis rouge pour attirer ces talents-là. Et pour cela, effectivement, je vais faire des efforts. Et puis la grande masse des autres collaborateurs qui ne sont pas repérés dans ce qu'on appellerait les talents. Alors quand je dis les talents, ce n'est pas forcément les hauts potentiels. Hein. Ça peut être les ressources rares avec des expertises, des compétences dont on a besoin à l'instant T. Ça ne veut pas dire que 5 ans après, on ne les mettra pas à la porte. Hein, parce que la stratégie peut changer, etc. Mais donc, il y a un peu ce que je vois et qui me paraît problématique et qui est complètement incohérent sur le plan du management et des ressources humaines. C'est qu'on crée des espèces de leviers d'action différents selon que la population que l'on veut attirer, retenir est désirable ou est disponible sur le marché. Et donc, qu'est-ce que ça crée quand on sait qu'une entreprise, c'est une communauté humaine? C'est que vous avez des gens qui sont chouchoutés, dont on tient compte de la vie personnelle, de l'environnement de travail, de donner des formations, du coaching, etc. Une ressource rare, en nombre limité, celle-là a tout, et le reste est disponible sur le marché. Donc on donne juste ce qu'il faut, le strict minimum. Qu'est-ce que ça crée dans une communauté humaine? Un désengagement de toutes parts. D'un côté, vous créez des mercenaires, donc des gens qui savent qu'ils ont de la valeur sur le marché et donc qui pourraient devenir, entre guillemets, même s'ils avaient des valeurs au démarrage, un niveau d'exigence et un niveau de perte de valeur. Oui, bien sûr. Ce que j'appelle des mercenaires. Et je n'agresse pas les jeunes en disant ça, mais ça pourrait les entraîner vers ce genre de stratégie. Et de l'autre côté, une masse informe de gens qu'on ne considère pas et qui se désengagent progressivement, considérant qu'eux n'ont pas d'importance puisqu'on ne leur accorde pas le même respect, les mêmes avantages, les mêmes formations, etc. Et donc une communauté humaine dans laquelle vous avez des mercenaires plus des gens désengagés, moi je ne vois pas comment ça peut faire une communauté humaine performante. Et c'est pas à coup de bâton et à la schlag qu'on créera de la performance dans une organisation comme celle-là et qu'on enverra des injonctions à l'engagement. Engagez-vous. Mais attendez, l'engagement c'est des deux côtés. Oui, c'est des deux côtés. C'est des deux côtés. C'est un engagement sur un certain nombre de valeurs. On ne peut pas demander aux gens de s'engager dans une organisation où on considère que vous êtes un numéro, comme vous le disiez tout à l'heure, dans lequel pour l'instant vous êtes un numéro utile et demain la stratégie change, vous êtes une tête sur le bio, entre guillemets, et puis hop, on en prend une autre et on change. Non, attendez, il y a quelques années, pourquoi les collaborateurs restaient aussi dans les organisations? Peut-être parce qu'il y avait un contrat moral un petit peu différent. Voilà, moi, j'ai l'impression que ce contrat moral un petit peu différent, il a bougé quand même. Il est lié moralement avec une toute petite partie des gens, et encore c'est parce qu'ils sont désirables pour l'instant, et la grande masse n'est plus une partie de la population qui est désirable, et donc on la rejette comme un Kleenex. Et pourtant elle fait une grande partie intégrante de la société. Mais oui, et puis la performance d'une organisation, moi j'enseigne le leadership. Elle tient effectivement à la performance et à la capacité d'un certain nombre de leaders. Mais vous avez déjà vu une organisation qui marchait juste avec des leaders, sans faiseurs, entre guillemets, sans suiveurs, sans gens engagés, qui collaborent, qui supportent, qui font preuve d'initiative et de créativité? C'est une utopie. C'est un monde complètement, je veux dire, irréaliste. J'ai un entrepreneur, un jour m'a sorti une phrase et qui est tellement vraie et qui, je pense, rebondirait bien sur ce que vous venez de dire. Il disait, bon, pour un petit peu mettre le problème des égos de côté, il disait, vous savez, dans une entreprise, bon, ok, il y a le dirigeant, il y a les managers, il y a les salariés, il y a le dirigeant et les salariés. Demain, le dirigeant n'est pas là. La boîte fonctionne. Bien sûr. Mais demain, les salariés ne viennent plus, tout s'arrête. Exactement. Et donc il disait, quand on a compris ça et quand on l'oublie, il serait de bon ton de repenser que finalement personne, et surtout pas le chef d'entreprise,
qui est le visionnaire, le leader. Oui, il a une vraie valeur ajoutée. Là, complètement. Mais dans le fonctionnement quotidien, le chef d'entreprise n'est pas le moteur. C'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, il faut donc un orchestre. Et je pense que dans certaines organisations, on l'a perdu de vue. Moi, il y a quelques années, j'avais eu la grande chance d'assister au cours de Bernard Galambot, qui était un spécialiste RH très très reconnu à SCP Europe et passionnant. Et on avait des grandes discussions, justement, donc ça date d'il y a quelques années déjà, sur cette problématique réelle qui démarrait déjà dans les organisations, d'une attention portée à plusieurs vitesses selon le degré de désirabilité des ressources humaines en l'occurrence. D'ailleurs, on utilisait le terme ressource, qui pour moi était un peu choquant, une ressource humaine comme une ressource financière. Ouais. À quel niveau on situe un individu comme une ressource? Ça crée déjà une question à l'époque de comment on peut faire vivre un collectif avec un engagement, un investissement des gens, etc., un don de leur personne, au-delà du contrat de travail, parce que l'ingéniosité, l'esprit d'initiative, c'est au-delà du contrat de travail, c'est du plus que je donne de ma personne, mon intelligence, je la donne en plus. Si vous voulez la donner au-delà des limites du contrat de travail, il faut qu'en regard, les gens se sentent respectés, voire encouragés, qu'ils aient des perspectives pour eux, pour leur famille, pour leur devenir. Il ne s'agit pas d'un plan de carrière, mais au moins d'un engagement sur une aventure collective qui va durer un peu au moins. Si vous enlevez ça, vous enlevez le ciment qui fait la communauté humaine, et flop, le système s'effondre. Et tout s'effondre. Et c'est pas à coup de schlag, à coup de processus, à coup de pied dans le cul, qu'on fera avancer un système qui se veut créatif, innovant, générateur d'idées nouvelles, avec des gens qui prennent des initiatives, etc., etc. On y vient. Un petit peu lentement. Mais dans certaines organisations, pour eux, c'est une évidence. Je veux dire, ce que je dis là, les chefs d'entreprise ne se posent même pas la question. Pour eux, c'est une évidence. Je pense qu'au CJD, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. C'est quelque chose qui est évident et qu'on rappelle très souvent. Alors après, il y a, comme dans tout mouvement, il y en a qui oublient aussi que... Mais en tout cas, j'aime pas dire le mot slogan, ça fait très commercial, mais une des lignes de conduite de CJD, c'est que c'est vraiment un mouvement au service de l'humain et pas au service de l'économie. Oui, alors pour moi les deux sont liés. Oui. Je veux dire, l'humain sans l'économie, ça paraît dans le monde dans lequel on vit. Mais si on est au service de l'humain, en vue de... Oui, en vue de... Il y a une finalité quand même qui est quelque part d'apporter sa contribution au développement du monde. Et le développement du monde, on est quand même dans un monde ici un peu capitaliste, on va dire, où il y a quand même des notions économiques de base. Voilà, on ne peut pas pérenniser une entreprise sans un minimum de ressources, dont les ressources financières, et qu'elles sont indispensables à l'investissement, aux choix stratégiques, etc. Sinon, on se fait avaler par le plus gros poisson que soit. Voilà. Donc, il y a quand même des notions à ce niveau-là. Mais je trouve que la discussion qui a été suivie d'un texte de loi, je crois, justement, sur la finalité de l'entreprise, est une ouverture intéressante pour justement se dire, ben voilà, l'entreprise, c'est pas que faire de l'argent, c'est aussi contribuer au développement territorial, avoir une vocation au-delà de simplement faire de l'argent. C'est un vrai sujet. Mais d'ailleurs, j'avais assisté une fois dans une conférence à une discussion très intéressante là-dessus et qui expliquait, alors je ne sais pas si c'est vrai, faux, enfin j'avais écouté ça avec grand intérêt, des chefs d'entreprise qui disaient, oh mais attention, cette loi qui a une intention très positive pourrait être détournée de son objectif par des ONG ou des groupes de pression qui pourraient venir nous attaquer à partir du moment où on a fait une entreprise à mission disant que là on déborde légèrement de notre mission et donc... Alors je me dis que c'est toujours délicat de pondre des textes de loi, voyez, parce qu'il y a toujours des failles, et il y a toujours des gens qui ne sont pas bienveillants, d'un côté comme de l'autre, qui peuvent être à l'origine d'une mauvaise interprétation d'une loi qui, au démarrage, avait une intention positive. Je trouve dommage qu'il y ait des lois pour dire que l'être humain, c'est d'abord un être humain. Qu'il faille en arriver là, c'est quand même questionnant. Ouais. Moi, je crois que, en tout cas, ma génération, et je ne prétends pas parler pour une génération entièrement, en tout cas pour l'ensemble des jeunes entrepreneurs et des jeunes trentenaires que je connais, aujourd'hui, on a plus envie de voir des entreprises expérimentées, quitte à ce que des nouvelles lois soient pondues, etc. Mais au moins, on expérimente et au moins, on va de l'avant, plutôt que de dire, oui, mais alors attends, parce que si on fait ça...
je dis pas qu'il faut pas poser le pour et le contre en se disant attention parce que là il y a peut-être une faille, etc. Je dis juste qu'une fois qu'on sait qu'il y a des failles et que on reste quand même sur le bon chemin, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Il faut s'engager. Mais c'est parce qu'on est dans la... Mais ça m'a éclairé sur le fonctionnement, la société de la gestion des risques en France. C'est-à-dire que dans la salle, j'avais donc des gestionnaires de risques. Et donc, ils voyaient un texte positif au travers de leurs failles. Vous voyez, c'était plutôt que de voir le verre plein, en fait, ils voyaient les vides. C'est comme les assureurs. Voilà, les assureurs sont exactement dans la même... Amis assureurs, si tu m'entends, je n'ai rien contre toi. On est dans un monde d'analyse de risque, on fonctionne beaucoup en analyse de risque. C'est intéressant de regarder comment les modèles, les conceptions du monde fonctionnent. Et là, c'était un échange entre chefs d'entreprise tout à fait passionnant à ce sujet-là. Des pros entreprises à mission et des pros entreprises à mission qui faisaient focus sur tous les risques que présentait cette initiative de l'entreprise à mission. Alors, on appelle ça à mission, je crois, c'est ça, entreprise à mission. Oui, de mémoire, ça doit être officiel. Je n'ai pas forcément suivi tout le détail, mais c'est toujours intéressant, je me disais, de rassembler des gens avec des opinions différentes et de voir un petit peu ce qui sort de tout ça. J'aimerais bien, je vois aussi l'heure tourner et puis je sais que vous avez des coachings juste après. Il y a 2 petits axes sur lesquels j'aimerais qu'on finisse cette discussion. Quelle part, donc, à travers notamment les 4 métiers qu'on a pu entendre, quelle part, surtout à l'ère de la digitalisation aujourd'hui, quelle part le digital occupe-t-il dans votre activité? Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé en off toutes les deux. Oui. Est-ce que vous avez décidé de lui laisser une grande part? Est-ce que quelle part le digital a-t-il aujourd'hui dans votre activité? Ou a-t-il déjà une place? Et si oui, quelle place a-t-il? Alors, en tant que chef d'entreprise, j'ai des désirs. Et en tant qu'être humain, j'ai des désirs. Le digital, le numérique, tout ça, je suis quelqu'un de très curieux. Et donc, ça m'a toujours intéressée. Donc, je dirais, entre ce que je mets en place sur le plan stratégique et mon désir d'explorer quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui est en dehors de la stratégie, qui relève plutôt de la curiosité et de l'envie d'explorer tout ça. Le digital, il est présent dans mon activité déjà parce qu'en fait, j'ai des demandes de personnes en coaching qui se trouvent loin de là où je vis ou là où j'exerce mon métier, sachant qu'aujourd'hui, je suis entre Lille et Paris, je me déplace sur toute la France, mais en coaching, c'est pas évident d'aller faire une séance de coaching à l'autre bout de la France. Ouais. Donc, j'ai mis en place la possibilité de me contacter pour des séances de coaching à distance, grâce à tous les outils dont on dispose aujourd'hui, Hangout, Skype, etc. Ouais. Donc ça, c'est une première chose, j'allais dire. C'est une relation au travers des nouvelles opportunités technologiques. Et puis, il y a un autre truc qui me plaît bien aussi, c'est toujours dans mon appétence, ma curiosité, c'est que je me dis, de temps en temps, ça peut être fatigant, vous voyez, d'être toujours en coaching. Et puis des fois, on répète, entre guillemets, des choses qui pourraient être utiles de mettre en boîte. Et donc, je commence à faire du vidéo learning. Je mets en boîte, entre guillemets, des choses que je pourrais être amenée à répéter en formation ou autre. Je me dis qu'autant que ça profite, on m'enregistre, on me met en boîte, et puis c'est à disposition des personnes qui sont peut-être à l'autre bout du monde, etc. Et d'ailleurs, j'ai un projet pour les femmes. Alors là, j'ai déjà mis en boîte, entre guillemets, des choses relatives au développement personnel, des fondamentaux de développement personnel. Après, j'ai mis en boîte une formation que j'avais développée aussi avec LinkedIn, LinkedIn Learning, donc sur le digital pour les décideurs, la transformation digitale. J'en ai fait une version light, un petit peu différente sur mon site internet, qu'on peut acheter en ligne, je dirais, pour découvrir un petit peu les fondamentaux. Puis j'en prépare une pour les femmes, pour l'accompagnement des femmes. Super. Donc là, qui va être beaucoup plus exhaustive, où là, on sera beaucoup plus dans une démarche de coaching online au bénéfice des femmes. Et donc, avec un projet, parce que comme je traverse le monde de temps en temps, je vois qu'il y a certains pays qui auraient bien besoin de ressources, d'inspiration ou de boîtes à outils pour les plans égalité hommes-femmes, et donc mettre ça à disposition dans plusieurs langues. Et d'ailleurs, si parmi vos auditeurs et auditrices, il y a des gens qui veulent donner un coup de main sur la traduction, etc., je suis preneuse de coup de main. Quelle langue en particulier? Voilà. Alors l'espagnol, parce que là, je suis allée en Colombie cet été et j'ai vu qu'il y avait... Alors, je suis intervenue bénévolement dans des établissements scolaires, auprès des jeunes filles, des parents, etc. J'ai vu qu'il y avait énormément de besoins, ne serait-ce que pour poser des briques fondamentales de l'orientation des jeunes filles, des constructions des stéréotypes, etc.
Et c'est une langue que je ne pratique pas, l'espagnol. Très bien. Donc si je pouvais faire 30 voilà. Ouais, j'ai déjà 2-3 personnes là voilà, qui doivent écouter qui sont en espagnol de l'ensemble des modules que je vais créer d'ici. Alors fin premier semestre 2020, je pense que tout sera prêt en module vidéo, donc il y aura traduction. Et puis en anglais, évidemment, et puis peut-être... Alors la Chine, les pays asiatiques, culturellement, je ne suis pas sûre que ce soit encore prêt, mais l'Afrique, évidemment, aussi. Sera, voilà. Pays de l'Est, je sais qu'il y a beaucoup de besoins aussi, donc là, peut-être voir s'il y a une langue... L'anglais, normalement, ils doivent pratiquer, mais peut-être en allemand, je ne sais pas, à voir. Voilà. Et donc, je vais mettre tout ça en ligne. Et puis, j'ai un projet aussi de numérique, toujours, mais là, de traduction. Comme je suis auto-éditeur, j'ai la disponibilité des droits sur les ouvrages que je produis. Donc, mon premier ouvrage, je le ferai traduire et le mettre à disposition donc, gracieusement dans les pays qui n'ont pas les moyens de s'offrir voilà, ce genre de choses. Alors, suite à un léger problème technique, on reprend à la discussion avec Isabelle. Et la question que je venais de poser était quelle était la part finalement du digital dans l'entreprise d'Isabelle aujourd'hui? Oui, alors dans le digital, donc, comme je vous l'expliquais, là j'ai un ouvrage alors, que je vais certainement réactualiser parce qu'il date de quelques années. Il est sorti en 2000... il est sorti en 2010 de mémoire, donc réactualiser quelques chiffres, etc. Et donc je le mettrai à disposition gracieusement. Quel ouvrage? Alors, La femme expliquée à nos amis les hommes. Pourquoi faut-il le faire maintenant? Et donc je le ferai une traduction en plusieurs langues et je le mettrai à disposition gracieusement là où c'est nécessaire. Voilà. Pour les jeunes filles et les mamans et papas, etc. Voilà. Donc ça, c'est dans mes projets pour l'année prochaine. Toutes ces informations, on peut les trouver sur votre site, sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre aujourd'hui et avoir toutes ces informations? Oui, c'est une bonne question parce que moi, je suis très à l'aise sur tout ce qui est numérique. Donc, j'ai un site internet, isabelledesprez.fr. Que je mettrai en lien. J'ai un blog sur ce site internet, donc là il y a des articles à disposition. J'ai une chaîne YouTube. Maintenant je suis aussi sur Vimeo, donc j'en ai aussi sur Vimeo. Sur Speaker, sur le site de conférencier. Voilà, j'ai une page Facebook, mais bon, que j'alimente assez peu, très modeste. Et alors, quand on est sur mon site internet, on peut s'abonner à la newsletter, comme ça on reçoit tout en automatique, on n'est pas forcément obligé d'aller voir si j'ai publié sur LinkedIn. Quoi d'autre? Sur LinkedIn Learning, pour ceux qui sont passionnés par la transformation digitale, j'ai un cours. Sur mon site internet, on trouve les briques de formation vidéo learning. Enfin, tout est, je dirais. Si vous êtes sur mon site internet, normalement, vous avez accès à toutes les possibilités numériques. Très bien. Et puis, il y a aussi un petit quiz pour les gens qui se questionnent. Oui, je l'ai vu, autodiagnostic. Voilà, un autodiagnostic qui est plutôt orienté sur un coaching à distance, mais qui permet, quand on n'est pas financé par son entreprise ou qu'on veut faire ça d'une manière confidentielle, travailler sur la connaissance de soi, sur le développement de ses talents, on peut le faire discrètement à distance via les outils modernes de communication, téléphone, internet ou autre. Très bien. Pour terminer cette discussion, j'avais envie justement, alors à certains moments je le mets en premier, puis là avec vous j'avais envie de le placer à la fin pour ce message positif. J'aimerais, dans les 5 dernières minutes, j'aimerais bien qu'on parle de vous en tant que femme. Et je voulais vous poser une question très simple. Vous parlez beaucoup de ressenti, notamment corporel, dans votre métier de coach. Est-ce que vous, Isabelle, vous avez une couleur, une matière que vous affectionnez particulièrement? Oh, j'adore les laines très douces, vous savez, les laines cachemire, tout ce qui est doux et moelleux. Je crois que c'est une volonté de confort, je crois, quelque part. C'est doux, c'est chaleureux, et puis j'aime particulièrement les couleurs turquoises autour de cette douceur. Oui, je suis quelqu'un de sensible, on va dire, dans le ressenti aussi physique. Voilà, au-delà du ressenti émotionnel, il y a ce ressenti physique aussi. Oui, la laine cachemire. Là, vous voyez, vous êtes assis sur un canapé qui est très doux, et j'aime les choses douces, en fait. Je suis une fan de la douceur. Oui, vous êtes une femme douce, donc de toute façon, c'est lié. Je pense, voilà. Tant mieux. Voilà, j'aime les sens, l'ensemble des sens. Voilà.
Est-ce qu'enfant, vous aviez un ou plusieurs rêves, même qui ne correspondent pas forcément à l'activité ou aux activités que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous aviez vraiment ce truc qui vous animait quand vous étiez une petite fille? Alors, toute petite fille, en fait, j'écrivais de la poésie, très discrètement. Et mon frère, un jour, m'a piqué d'ailleurs mes poésies, qu'il a présenté à son professeur de français, qui lui a dit « C'est toi qui as écrit ça, c'est génial ». J'ai pas beaucoup apprécié que mon frère me le pique, mais je n'ai jamais sorti mes poésies non plus, donc je les garde pour moi. Ça, c'est mon côté intime, c'est mon côté sensible. Voilà, la poésie, c'est la sensibilité. Donc je dis pas qu'un jour, peut-être, j'écrirai autre chose que des articles professionnels, plutôt tournés autour de la poésie, de comment je ressens le monde, je ressens les gens. Moi, c'est plutôt les gens. Je suis aussi très sensible à la photographie, qui n'est pas très éloignée aussi, c'est une forme de sensibilité. Donc j'adore prendre des photos. Et quand j'étais un tout petit peu plus âgée, là, on va dire jeune femme, je voulais être journaliste. Journaliste, mais pas n'importe quel journaliste. Je voulais être grand reporter à travers le monde. Oui, moi aussi. Voilà. C'était mon côté la photo-reporter. Voir le monde, découvrir le monde, défendre des causes. Voilà, découvrir. Je suis d'une curiosité insatiable dans le bon sens du terme. Je lis énormément, je peux passer des heures quand j'ai un peu de temps disponible pour lire des choses qui n'ont rien à voir avec mon activité, qui me passionnent, parce que je trouve que le monde est formidable, il y a tellement de choses, il y en a trop. Il va falloir que je trouve un système pour que je puisse découvrir encore plus. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous aviez une cinquième, je sais qu'il n'y en a pas que 4, mais partons du principe que entre la coach, la formatrice, la conférencière et l'auteur, est-ce qu'aujourd'hui, avec votre baguette magique, si vous pouviez, en fonction de votre temps, avoir un cinquième métier, lequel serait-il? Un cinquième métier. Ou une cinquième, quelque chose une autre, un autre. Alors, par rapport au sens que je donne à mon action professionnelle, je pense que si je pouvais diriger une institution ou une ONG ou une organisation, on va dire une organisation, un collectif humain important qui puisse avoir un impact sur le monde, allons-y, voyons large. Oui, bien sûr. Je saisis cette opportunité. Super. Parce que ça correspond tout à fait à ce que je fais au travers de mon travail. Je souhaite pouvoir contribuer modestement, à la limite, je dirais, même le coaching, une personne peut être finalement impactée et donc changer une partie du monde à son niveau elle aussi. Moi, c'est ça qui me motive au travers de mon travail. Et donc, que ce soit du coaching, de la formation, de la conférence, de l'écriture, ou de la direction d'une communauté humaine qui permet d'atteindre cet objectif, moi, ça me va. Moi, ça me va. Je dirais, j'ai pas une seule voie d'expression. La poésie, l'écriture, la photographie, ça va toujours dans la même direction. C'est de se dire que nous ne sommes que des êtres humains vulnérables, imparfaits, que l'amour, utilisons les mots tels qu'ils sont, l'amour des autres, c'est ça qui fait avancer le monde et pas autre chose. Et donc on peut faire passer ce message-là et faire évoluer les comportements dans ce sens-là par plein de biais, par plein de canaux. Et donc je suis multicanal, si on peut reprendre cette expression-là. Je prends l'expression. Multicanal dans cette finalité-là. Est-ce que vous avez quotidiennement, de façon hebdomadaire, est-ce que vous avez un ou plusieurs rituels que vous mettez en place pour vous en tant que femme ou pour vous préparer juste avant un coaching? Est-ce que vous avez des petits rituels ou des petites habitudes comme ça? Alors, j'en ai une terrible qui s'appelle le chocolat, la gourmandise. Un petit carré de chocolat noir à l'occasion, ou même chocolat au lait avec des noisettes. Ça, c'est mon petit rituel, je dirais presque quotidien. Voilà, ça m'aide beaucoup. Beaucoup de douceur dans le chocolat. Voilà, beaucoup de douceur. Mais je suis gourmande, gourmande de vie et puis gourmande de chocolat aussi. Dans les autres rituels, moi, je prends toujours du temps pour moi. J'allais dire un truc qui va peut-être faire sourire, mais pour me faire belle. Parce que je me sens bien comme ça. Et donc, je trouve que c'est bien d'être bien dans sa peau et se sentir belle, prendre le temps de s'occuper de soi un peu. Alors, ça ne veut pas dire
se parfumer de manière outrancière. Voilà, mais se Prendre sentir soin bien, de- prendre soin de prendre soi, soi. se sentir bien dans sa peau pour être bien avec l'autre. Ouais, ça, c'est un de mes rituels quotidiens. Voilà. C'est Et très donc, important. Voilà, ça va paraître curieux, mais se maquiller, par exemple, pour moi, une petite touche légère de maquillage, je me sens belle avec ça. Prendre ce temps-là, ça, c'est un petit rituel qui me fait plaisir. Après, je fais du sport, parce que ça me fait du bien aussi, mais pas n'importe quel sport. Je cours, Ouais. et je cours pas n'importe où, sous les arbres. Parce que j'ai observé que courir sous les arbres, ça me faisait un bien fou. Que D'être dans courir la sur le nature, bitume que courir et en sur le pleine bitume, ville. pas du tout. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis parfois un petit peu malheureuse à Paris, parce que je manque d'arbres, et que je vais me ressourcer dans des lieux où il y a des grands arbres. Et en ce moment, ils sont magnifiques, avec des feuilles rousses, et j'en ai plein les yeux, et des fois j'hésite entre la marche à pied pour photographier, vous voyez, ce qui est mon aspiration aussi, et la course à pied, et puis des fois je fais la course à pied suivie de la marche, pour prendre en photo toutes ces belles choses qui... L'automne, c'est une voilà. des plus belles saisons avec le printemps, Wow. entre l'automne, les feuilles qui tombent, mais qui tournent autant du vert, du jaune vers le orange, vers le rouge, et le printemps où justement où tout renaît. On prend pas le temps. Moi, je m'arrête de temps en temps, je sors mon appareil, je me dis, je vais prendre une photo, c'est tellement beau. Et ça, je veux la garder parce que je vais la mettre sur mon fond d'ordinateur, ou voilà, je vais la regarder même des fois dans le train, parce que je fais quand même beaucoup de train avec mes activités. Je regarde de temps en temps les photos, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau! Et juste ça, ces secondes d'émerveillement quand vous êtes des fois dans un train, il y a du bruit, etc. Wow. C'est ça qui vous fait du bien. Waouh! Et mes rituels, c'est ça, c'est la beauté, la chaleur humaine, prendre le temps, d'apprécier les choses qui sont tout autour de nous, qui sont finalement waouh. Et le faire en pleine conscience, en se disant, ok, je stoppe, mais je prends conscience que je suis en train de regarder cette feuille et que ça me fait du bien, et pas juste marcher en disant, oh là, puis je pense à ça, machin. Ça m'arrive aussi d'être comme ça, en mode speed. On m'appelait Speedy Gonzalez par moment. C'est pour rire dans le travail, parce que je peux être extrêmement rapide, puis un peu stressante pour les autres quand je accélère. Voilà. Mais je sais faire les deux. J'allais dire, je sais basculer de la rapidité extrême jusqu'à l'émerveillement. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est l'émerveillement. Voilà. Et ça me fait du bien, et j'invite les gens autour de moi à le faire, parce que je trouve que plus en plus. C'est ce qui donne une force, en fait. On parlait de force au début, mais la force, c'est ça, c'est dire, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde, mais il y a tellement de choses super belles. Ça, au moins, ça aussi. fonctionne. Voilà. Vous voyez, ici, je privilégie un endroit où il y a de la lumière, on puisse voir les arbres. Voilà, c'est à l'image de ce que j'aime, les couleurs que vous avez là où vous êtes assise. Vous voyez, c'est à cette image. Qui sont d'ailleurs en accord avec mes chaussures. Voilà, effectivement, nous avons des goûts partagés à ce niveau-là. Oui, c'est ce côté automnal, chaleureux. Ouais, chaleureux. Et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur la clarté qu'on peut avoir aussi dans ce qu'on a envie de faire quand on est dans un contexte, un environnement qu'on sait apprécier, etc. Et j'ai cette chance de pouvoir le faire, même modestement. Vous voyez, on n'est pas dans le luxe. C'est très bien. On peut tout à fait être bien sans luxe. Voilà. On arrive à la fin de cette discussion. Est-ce que vous auriez vous aviez parlé d'un projet bientôt à lancer. Est-ce que vous avez une idée, votre humeur de cet après-midi, ou quelque chose que vous auriez particulièrement envie de partager avec nous? Je vous laisserai, je finirai juste la petite conclusion. Mais est-ce que là maintenant vous auriez envie de rajouter quelque chose, ou de partager quelque chose avec les auditeurs en particulier? Moi, j'ai envie de dire, ne vous privez pas de l'opportunité de discuter avec des personnes que vous rencontrez, que vous ne connaissez pas forcément, que vous avez croisées sur les réseaux sociaux. C'est toujours super intéressant. Je suis ravie, moi, de cet échange, parce qu'on avait échangé très rapidement. Très rapidement. On s'était croisés dans le monde virtuel, on va dire. Moi, je trouve que c'est génial de pouvoir découvrir autre chose, d'enlever la couche, je dirais... virtuelle et en même temps superficielle quelque part, bien sûr. Et d'ouvrir la coquille, de voir qu'il y a une perle à l'intérieur, et moi je suis vraiment très contente d'avoir échangé avec vous. Merci d'avoir pris ce temps. On parlait de temps tout à l'heure, mais merci de l'avoir pris. Et je vous encourage vraiment à aller sur le site d'Isabelle. Déjà, c'est un site où vous trouverez... Il faut fouiller.
C'est un site que j'adore rien que pour ça, parce que vous tombez sur un article qui vous renvoie à un autre, et puis qui vous renvoie à un autre, et puis vous avez 20 pages d'articles. Et même les plus anciens vous interpellent aussi sur des notions très, très simples, comme le fait de ne pas avoir d'héros ou d'héroïne dans sa vie, le fait de replacer... soit de l'introspection. Il y a plein de... Allez sur son site, allez-y juste pour glaner une information, pour vous y promener. Et puis, je vous invite surtout, Isabelle, elle reste très accessible. Si vous avez des questions à lui poser, elle a effectivement en ligne un test qui s'appelle l'autodiagnostic. Ce test est gratuit. Si vous avez des questions suite à ce test, vraiment... Contactez Isabelle, encore plus si vous avez écouté et si vous avez connu Isabelle grâce à ce podcast. Donc vraiment, je vous encourage, je mettrai le lien de votre site à la fin du podcast. Je voulais encore une fois vous remercier de cet très agréable moment et de m'avoir reçu. Merci. C'était un moment, un réel plaisir de vous rencontrer enfin et de mettre un vrai visage sur votre prénom et votre activité. Et voilà, vraiment j'encourage tous les auditeurs qui sont curieux de ce métier de coach, d'auteur, de formation, et j'en ai oublié un auteur conférencier. Voilà, posez-lui vos questions, et vraiment c'est la couleur et puis cette douceur ambiante, voilà, c'est quelque chose qui vous va très bien, parce que c'est en accord aussi avec votre personne. Et merci vraiment pour ce beau moment. Merci à vous également. Donc, bonne réussite dans vos projets. Oui. Je sais qu'ils sont nombreux, à clarifier, mais nombreux. Ouais. Je mettrai tous les liens à la fin du podcast. Très bien. Puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante: avouslesstudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!